Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Allez, on continue toujours notre voyage du côté de Dubaï. Monsieur Abdel Salim Garba, il vous dit peut-être rien, vous, grand public, mais en tout cas, ceux qui sont à la recherche de fonds, de financements, doivent connaître, ne serait-ce que son cabinet, qui est donc CFIC. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Déjà, bonjour, Monsieur Garba. Bonjour, Monsieur Olivier. Je crois que vous êtes mieux placé que moi pour parler déjà de votre cabinet. Comme ça, je ne veux pas m'enfoncer et dire tout et n'importe quoi. Tout à fait. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Vox Africa pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter nos activités. Donc, moi, c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et financier et directeur général du cabinet Corporate Finance Consulting. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable et financier, donc de façon traditionnelle, mais avec une spécialité, c'est que nous accompagnons les entreprises à lever des fonds sur les marchés financiers. Donc, nous sommes accrédités par l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA pour faire de l'introduction en bourse sur la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. Mais également, nous sommes aujourd'hui spécialisés aussi dans le financement islamique des entreprises et des États. Et c'est ça, en fait, cette partie-là qui va 2 fois plus m'intéresser. Tout à fait. Ne zappez pas, vous qui êtes dans d'autres parties du monde, parce que vous avez entendu le mot islamiste. Vous allez encore entendre un autre mot tout à l'heure qui risquerait de vous hérisser le poil, à savoir la charia. C'est justement pour cela qu'il est là, pour nous expliquer tout ça et qu'on essaye de comprendre très, très concrètement. Parce que nous, on a des idées, parfois caricaturales, mais il y a quand même quelques faits qui sont des fondamentaux, malheureusement, si je puis dire ça ainsi. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est donc ce fonds islamiste? Très bien. Donc, en fait, c'est un fonds d'émission de soukouk. C'est quoi le soukouk? Oui. Le soukouk, c'est en fait un certificat d'investissement. Donc, c'est un instrument financier qui est équivalent à une obligation, à un prêt, mais ce n'est pas un prêt. Parce qu'en finance islamique... Attendez, même si je suis déjà au courant un peu, parce que j'ai suivi votre intervention, mais, je me mets à la place du téléspectateur. C'est un prêt, mais qui n'est pas un prêt, que Zako. Voilà. Alors, ce n'est pas un prêt parce que les investisseurs islamiques, c'est une catégorie d'investisseurs qui veut investir, mais en partageant le risque selon leurs convictions religieuses. Donc, eux, en finance islamique, en charia, vous n'avez pas le droit d'obliger quelqu'un à s'endetter et à vous payer de la rémunération sur cette prêt. Donc, quand vous faites... Autrement dit, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Par contre, c'est une collaboration. C'est de la finance collaborative, au même titre qu'une finance participative. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui, les investisseurs islamiques, vous avez un projet immobilier, par exemple, de 1 milliard. Vous avez la capacité à conduire le projet, vous démontrez que vous êtes capable de conduire le projet jusqu'à son terme. Vous n'avez pas les fonds. Eux, ils viennent avec les fonds. Ils mettent les fonds dans une société qui est ce qu'on appelle un véhicule d'investissement, qui va recevoir les fonds, qui va financer tout l'ouvrage pour eux, qui sera propriétaire de l'immeuble, et ensuite qui va soit vous le revendre avec une marge, donc 1 milliard, supposons que vous avez investi à 1 milliard, vous rajoutez une marge de 100 millions, de 200 millions, ils vous le revendent à 1 milliard 200, mais sur une certaine durée, 5, 6, 7 ans selon les mensualités, ou encore vous pouvez être dans une coparticipation, c'est-à-dire que la société dans laquelle ils vont injecter les 1 milliard, qui est censée financer toute l'infrastructure, eux, ils peuvent prendre une participation de 50% dans cette société et vous allez prendre une participation de 50%. Et eux, ils valorisent, vous, votre apport en industrie, votre apport technique à hauteur de ces 50%. Eux, leur 1 milliard d'investissement, c'est leur apport en capital. Alors, j'ai bien suivi. Je veux quand même revenir sur le premier exemple, l'exemple que vous avez donné. Ils vous ont prêté 1 milliard pour... en fait, finalement, ils ne vous ont pas prêté. Ils ont construit. Ils ont investi, donc ils ont construit. Mais pour que vous ayez les 200 millions supplémentaires, en remboursement, il faut que votre investissement vous donne l'argent. Tout à fait. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui va récupérer? C'est eux, puisque c'est les propriétaires, ou c'est vous? Exactement. En réalité, c'est eux, en fait, la société dans laquelle les fonds sont injectés, qui se charge de faire l'investissement. Parce que, encore une fois, comprenez qu'en finance islamique, dans les soukouks, le financeur, les investisseurs ne remettent pas directement les fonds à l'emprunteur, à ce qu'on appelle le bénéficiaire des fonds. Ouais, pour être sûr que ça ne disparaisse pas, Bien par sûr, exemple. Exactement. Ça, c'est de 1. Et de 2, parce qu'il y a un mécanisme de co-gestion des fonds. Oui. Il faut suivre, puisque ici, contrairement à la finance traditionnelle, dans une finance traditionnelle, on vous demanderait une hypothèque.
Oui. Ici, ce n'est pas le cas. C'est interdit de demander une hypothèque. Par contre, dans la religion. Dans la religion, exactement. Et pour faire court aussi, dans la religion, c'est aussi interdit d'avoir des intérêts. Exactement. Donc, en réalité, vous traitez la transaction comme une transaction commerciale. C'est comme si j'achète un sac à 100 francs et que je le revends à 150. C'est le même principe, seulement je le revends à 150 en vous disant, vous payez sur une certaine durée. Donc, les gens pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose, parce que dans le premier cas de la finance traditionnelle, les 100 francs, je vous les remets pour que vous alliez acheter le sac, oui. Et je vous demande une garantie en contrepartie. Dans la finance islamique, les 100 francs, je vais acheter le sac pour vous, je vous remets le sac et je vous le revends à 120 francs ou 100. En général, même les taux de marge, le taux de rendement sont entre 5% et 7% annuels. Et vous êtes là pour vous assurer que l'argent ne se perd pas, donc quelque part Exactement. aussi, vous donnez des conseils pour la rentabilité. On va même plus loin que le conseil. Dès le départ, on est désigné comme, le cabinet est désigné comme mandataire fiduciaire des fonds pour suivre les remboursements, suivre la gestion, suivre les décaissements depuis la réception des fonds jusqu'au dernier remboursement. Alors, j'ai bien entendu, présenter comme ça a l'air intéressant, mais on sait très bien qu'il y a toujours un os quelque part. Déjà, première question, est-ce qu'il faut absolument être musulman? Excusez-moi si j'emploie peut-être un terme qui ne serait pas adéquat. Pour bénéficier de ce fonds, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Quels sont les critères d'admissibilité? Très bien, très bien. En fait, c'est juste parce que le thème islamique est associé à au financement qu'on a l'impression que c'est destiné aux musulmans. Pas du tout. Oui, parce que c'est un mot qui fait peur dans d'autres contrées. Exactement. Nous, on voit certaines... Bon, je ne veux pas citer les noms, je tiens à ne pas me faire d'ennemis. Je vous comprends. Mais ça hérisse le poil de bien de personnes. Tout à fait, non. En réalité, les soukouk, dont on parle, sont des instruments financiers de marché de capitaux, de la bourse. Les soukouk, il y a aujourd'hui plusieurs marchés boursiers sur lesquels les soukouk sont émis. Les top 10 des marchés financiers sur lesquels les soukouk sont émis, vous avez sur les top 10, 9 pays musulmans et un pays non musulman. Lequel? C'est l'Angleterre. L'Angleterre fait partie des 10 places financières sur lesquelles les soukouk sont émis. C'est pour vous dire que les Britanniques, qui ne sont pas naturellement des musulmans, forcément, utilisent cet instrument parce qu'ils ont compris que c'est un instrument business. Ce n'est pas lié à être musulman ou pas. C'est un instrument d'affaires. Ça, c'est un. De deux, quels sont les critères? C'est simple. Il faut premièrement que le projet soit conforme à la charia. Conforme à la charia, c'est-à-dire que le projet dans lequel les investisseurs, parce que c'est comme les investisseurs veulent investir, ils ont de l'épargne, mais ils ne peuvent pas le placer dans n'importe quel projet. Ils ont besoin de le placer dans un projet dit halal. Pour qualifier un projet dit halal dans la finance islamique, il faut obligatoirement ce qu'on appelle un Sharia board. Ok, d'accord. Excusez-moi, là, vous venez d'employer 3 termes. Voilà. Je suis en train de me dire, oulala, est-ce que je suis en train de marcher sur un terrain miné? Non. Parce que pour moi, désolé, mes connaissances sont très limitées. Tout à fait. Quand j'entends parler de charia, moi je vois la lapidation, pour ne citer que cela. Quand j'entends parler de charia, je crois ce qui s'est passé au Nigeria lorsqu'il y a eu plusieurs gamines qui ont été enlevées. Donc c'est ça un peu qu'on met dans la charia. Très concrètement, déjà, repartons par le commencement. Oui. C'est quoi la charia? C'est la loi islamique. C'est la loi islamique. Oui, mais ça, c'est vaste. Oui. Ça veut tout dire et rien dire en même temps pour un néophyte comme moi. Tout à fait. Mais c'est la loi islamique. Et comme je ne vais pas me présenter expert en charia, parce qu'il y a des experts en charia. Oui, mais vous pouvez nous donner quand même l'esquisse. Voilà. Oui, parce que pour répondre aux critères du financement, voilà, oui. C'est de ça que je veux parler. Pour répondre aux critères de financement islamique selon la charia, c'est simple. Il faut que le projet dans lequel vous investissez, vous n'investissez pas dans un projet d'alcool, que ce ne soit pas des projets de distribution de porc, que ce ne soit pas des projets de financement d'armes, de blanchiment, ce genre d'activités. Ce sont les activités exclues du champ de financement. Par exemple, moi qui suis dans la télévision, dans la presse, pour informer et se battre pour que les minorités visibles puissent être beaucoup plus... Ça, c'est un projet halal.
Ah, c'est un projet halal. Tout à fait. Ne me dites pas ça, hein, parce que tout de suite, mon cerveau, il fait... Et je viens vous voir à la fin de l'émission, alors. Bien sûr. Ça, c'est un projet halal. Et alors, deuxième élément, parce qu'il y a à peu près trois critères. Le premier, c'est est-ce que le projet est halal? Donc, projet halal, c'est simplement, est-ce qu'on ne finance pas... Je vérifie. Il faut vraiment que je vérifie si les deux autres critères, je suis éligible. Voilà. Oui. Le deuxième, c'est que le financement islamique, le soukouk, est basé sur un actif ou une activité concrète. L'actif, il peut être existant ou pas. L'actif, c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une activité de journalisme, je ne sais pas ce que vous voulez. Si vous voulez financer des investissements, il faut que les investissements, qu'on puisse les identifier. Comme je vous ai dit, on ne vous remet pas les fonds directement aux bénéficiaires, mais on achète pour vous, on finance pour vous, quel que soit ce qu'on... Ça peut être même un actif incorporel, c'est-à-dire que même si c'est un logiciel, on peut le financer, mais il faut qu'il existe. Ah, donc ça peut être de 1 euro, enfin ici on parle en dollars, de 1 dollar à 1 milliard de dollars. Non, par contre, très bien, bonne question. Sur le marché du soukouk, il y a ce qu'on appelle les soukouks privés, qui sont réduits à une catégorie d'investisseurs privés islamiques. En réalité, ça ne nécessite pas de passer par la bourse. C'est plus simple, c'est moins contraignant, mais c'est limité. Au niveau de la BRVM, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du soukouk privé. Le montant maximum pour faire du soukouk privé, c'est 100 millions pour lever. 100 millions 100 millions de Ah, mais moi, je pensais qu'il allait me dire c'est 10 dollars. Non, 100 millions, mais j'ai largement la marge. Pour faire du soukouk privé, parce que dès que vous dépassez... Vous vous en occupez aussi? Bien sûr. Ok, voilà. Très bien. Donc, en fait, dès que vous dépassez 100 millions de seuil, c'est que vous rentrez sur les critères de la bourse, de l'appel public à l'épargne. Et dans ce cas, on parle de soukouk public. Mais sur des marchés assez avancés, comme la Malaisie, qui est aujourd'hui la deuxième place financière d'émission de soukouk, vous pouvez faire de l'émission privée jusqu'à 5 millions de dollars, donc jusqu'à 3 milliards. Vous n'êtes pas obligé de passer par le régulateur. En réalité, une émission de soukouk privé est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, parce qu'en 3 mois, vous avez les fonds, entre le moment où vous avez, bien sûr, qu'on a validé l'éligibilité de votre projet et le moment où vous avez les fonds, ça prend 3 mois. Parce que ici, le processus est simple. Même d'ailleurs, dans les deux processus, vous devez forcément passer par ce qu'on appelle le Sharia Board. Je vais revenir dessus. Oui. Voilà. Ah ben oui, je vais revenir dessus. Donc, je pense, enfin, je prends l'exemple par rapport à moi comme une boutade, mais je sais que les téléspectateurs sont très attentifs parce que c'est un apport réel et très impactant par eux. Tout à fait. En fait, donc, dans le soukouk privé, vous pouvez, dans des marchés comme la Malaisie, par exemple, nous aujourd'hui on travaille avec la Malaisie, c'est le marché le plus avancé en émission de soukouk. L'Angleterre aussi est un marché très avancé en émission de soukouk. Donc, vous pouvez émettre un soukouk et lever des fonds en 3 mois, en soukouk privé. Mais un soukouk public, vous allez au-dessus de 3 milliards, vous êtes obligé de passer par dollars, non, 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Donc l'équivalent en francs CFA, c'est 3 milliards. Ah oui. Parce que pour balayer, vous savez, il n'y a pas que les téléspectateurs de la zone CFA qui nous regardent. Exactement. Donc on peut passer en devises, dollars. Donc juste en dessous de 5 millions de dollars, vous pouvez faire de l'émission de soukouk privé sur la Malaisie, mais à travers des plateformes de financement participatif. Au-delà, vous allez passer par la bourse. La bourse nécessite que vous ayez l'autorisation de l'autorité de régulation du marché financier, ce qui est normal. Donc, ça fait que le processus peut aller jusqu'à 6 mois pour avoir les fonds. OK. Revenons dans l'aspect privé parce que c'est ça qui concerne la majeure partie de nos téléspectateurs. Non, c'est pareil. Ça sera pareil aussi? C'est pareil. C'est la durée qui change. Oui, 3 mois pour le privé et 6 mois pour le public. D'accord. C'est juste ça. Maintenant, l'autre point, quel est le processus pour que vous compreniez bien? Aujourd'hui, supposons votre entreprise a besoin de financement, veut lever les fonds halal, les fonds soukouk. On vous envoie un accord de confidentialité pour signer, d'ailleurs, pour faire ce qu'on appelle une étude d'éligibilité de votre projet halal. D'accord. Donc, le dossier passe forcément par ce qu'on appelle le Sharia Compliance Officer, qui est un responsable ou une équipe de spécialistes en charia qui vérifie que votre projet est vraiment non-alcool, vous n'investissez pas dans l'alcool, dans le porc et ces trucs. Si c'est validé, là maintenant, vous contractualisez avec la société le fonds pour la levée. Maintenant, le processus, c'est quoi? C'est qu'il y a la structuration financière, donc plan d'affaires, machin, comme une banque d'affaires classique, et il y a la structuration juridique. Comme j'ai dit, les fonds viennent dans un véhicule d'investissement, dans une société. On crée toujours une société
qui est même différente de votre société pour que les investisseurs puissent avoir le contrôle de l'actif. Puisqu'on vous met les fonds à disposition pour financer. Donc, il faut qu'au moins, leur principale garantie, c'est ce mécanisme de gestion-là avec vous, de co-gestion avec vous. Donc, il faut structurer juridiquement cette société-là, une fois que c'est fait, et une fois que tout le dossier est fait, c'est-à-dire juridique, financier, le dossier maintenant est envoyé à ce qu'on appelle un Sharia Board. Le Sharia Board, aujourd'hui, CEFIC a son propre Sharia Board et toutes les institutions financières islamiques ont leur propre Sharia Board. La Banque islamique... que vous présidez aussi également. Tout à fait, exact. Non, moi je ne préside pas le Sharia Board. Le Sharia Board est un organe indépendant même du cabinet. D'accord. Oui, c'est des experts. Pour éviter les conflits d'intérêts. Voilà, okay. Merci beaucoup. C'est très organisé, hein, c'est très organisé parce que vous parlez de l'argent du public aussi. La seule différence, c'est que ici vous vous adressez à des musulmans ou des gens qui ont des convictions religieuses liées et qui disent... vous m'avez dit tout à l'heure qu'on peut ne pas être musulman et venir. Non, hein. je parle des investisseurs. Ah, ok, d'accord. Voilà, je parle des investisseurs, mais les investisseurs peuvent investir dans n'importe quel projet, ce n'est pas lié. Mais par contre, ceux qui investissent, quand vous parlez de... Il faut qu'ils soient automatiquement musulmans. Ce n'est pas qu'il faut, c'est en général les musulmans qui ont envie d'investir dans des projets halal. Juste, mais un non-musulman peut aussi investir dans des projets halal. Ce n'est pas lié à ça. Mais c'est juste que, naturellement, ceux qui parlent de projets halal, c'est juste des musulmans parce que c'est ça dans leurs convictions religieuses. Et la société qui est créée, la société entre les investisseurs et puis celui qui en bénéficie, est basée où? Ça dépend. Merci beaucoup. La société est basée dans le lieu d'exécution du projet. D'accord. Voilà. Donc, idéalement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise, par exemple, gabonaise, et il faudrait qu'on la base au Gabon. Donc, en fait, c'est presque mort pour moi. Imaginons, je prends un cas fictif, mais pas si fictif que ça. Je décide de venir vous voir, mais moi, si je veux domicilier la société en France, il voit deux mots, islamique, charia. Non, non, le non. préfet, il va mettre le dossier à la poubelle directement. Non. En fait, je vous dis de préférence. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que comme le soukouk est émis sur un marché financier, vous avez intérêt, nous, dans l'intérêt du marché, du développement du marché financier, on a intérêt à vous recommander de mettre la société dans la zone économique pour faire développer la zone. Mais par contre, si vous êtes pressé stratégiquement parlant, vous avez pour des créations business, opérationnelles, vous pouvez loger le SPV en Malaisie, parce que là où si vous émettez en Malaisie, il faut émettre au moins, il faut que le SPE soit en Malaisie ou dans votre, c'est les deux choix, soit en Malaisie ou soit dans votre zone économique. D'accord, donc voilà. En fait on n'a pas tant que ça le choix. Exactement. On a soit le pays de résidence ou c'est la Malaisie. Oui, exactement, ou le pays d'émission. Donc j'imagine que vous avez forcément des structures qui permettent d'accompagner les entrepreneurs qui déposent en Malaisie. Exactement. Mais ça a un coût aussi. Bien sûr que ça a un coût. Et donc ce coût, est-ce qu'il est pris en charge dans le prêt ou c'est... Non, il est pris en avance. En avance, donc c'est ma personne. Exactement. On peut avoir d'ordre d'idée de prix, c'est proportionnel à la somme demandée ou c'est des coûts fixes? En fait, entre 1 milliard et 5 milliards. Non, on parle en dollars, ça nous permet de mieux comprendre. Alors, moins de 8 millions de dollars, oui. Vous êtes à 50 000 euros, donc 60 000 dollars de coût fixe d'avance de démarrage. Et au-delà, vous êtes à 0,7% TTC du montant levé. D'accord. Déjà, je pense que ça va éliminer une bonne partie de personnes parce qu'il faut les trouver déjà, les 60 000. Voilà, exactement. Alors, c'est normal parce qu'il faut payer le charia, il y a les coûts et tout ça de structure. Maintenant, juste pour revenir. Et on a la même somme si par contre on fait la domiciliation dans son pays de... Oui. Toujours, c'est pareil. C'est pareil. D'accord. Maintenant, le Sharia Board, puisque c'est un élément important, le Sharia Board, c'est un regroupement de au moins 3 experts en Sharia et ou en finance islamique, en droit islamique. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui ont au moins entre 15 et 20 ans d'expérience. Les critères de désignation des Sharia Board sont très précis parce que c'est eux, en réalité, qui délivrent ce qu'on appelle le certificat de conformité islamique qui permet à n'importe quel investisseur d'être rassuré que
projet est halal. Voilà, ok. Voilà, donc ce Sharia Board là, c'est l'organe central de l'émission de Soukouk. Si on n'a pas, on n'a pas de... Alors, prenons l'exemple concret d'une chaîne de télévision. C'est un peu difficile de garantir qu'en aucune manière ils vont parler d'alcool. Pourquoi? Parce que lors des infos, peut-être que lors d'une fête où il y a eu un accident et le taux d'alcoolémie est en question, ils vont forcément parler de l'alcool, ne serait-ce que les dangers de la surconsommation d'alcool. Vous avez parlé d'autres domaines, notamment le porc. Peut-être qu'à une certaine période, on va parler du marché porcin parce que ça concerne quand même, on est dans la mondialisation. On ne peut pas occulter certaines sortes d'informations. Et dans ce cas, est-ce qu'on est hors la loi dès le départ? Non, 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 ce n'est pas hors la loi. Vous voyez, un peu comme... quand vous parlez de l'investissement, je vais vous donner un exemple par thématique. Quand vous parlez de l'investissement green, c'est-à-dire ceux qui ont envie d'investir dans le développement durable, dans le vert, dans le climat. C'est une catégorie d'investisseurs qui ont un appétit thématique pour cette thématique-là. C'est la même chose que l'investissement en finance islamique, c'est-à-dire ceux qui investissent, vous adressez à des catégories d'investisseurs. Cette catégorie-là, eux, ils veulent investir, mais dans des éléments qui ne font pas de la promotion de l'alcool ou du porc. Mais vous voyez là où c'est subtil et ça doit passer forcément, aujourd'hui même, moi je ne suis pas habilité à parler d'éligibilité tant qu'on n'a pas un dossier et qu'on n'a pas fait passer par le charia pour vérifier. Et c'est très subtil. L'éligibilité, comment elle se... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé de la chaîne de télé, mais c'est un cas aussi atypique. Mais aujourd'hui... Oui, parce que les sujets sont éclectiques. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez par exemple un hôtel. Un projet hôtelier. Oui. Vous allez me dire, dans l'hôtel, est-ce qu'on peut le financer ou pas? Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu un dossier comme ça où le charia a dit, si dans l'hôtel, il y a un bar qui délivre de l'alcool, c'est non éligible. Mais par contre, si dans l'hôtel, il y a un bar qui délivre de l'alcool, par exemple, et ce bar-là n'est pas de la propriété de l'hôtel, donc que les revenus... Est-ce que vous voyez un peu? C'est très technique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très technique. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui peut évaluer l'éligibilité. Mais ça, vous voyez, vous parlez d'activités un peu spécifiques. Mais sinon, quand vous parlez d'un projet immobilier classique, parce que même dans l'hôtel dont je parle, vous avez des hôtels où, en Malaisie, il y a des hôtels où... Des couples non mariés vont se retrouver. Donc j'imagine que ça fait partie des interdits. Ben, on ne peut pas savoir si... Donc, vous comprenez pourquoi l'éligibilité est un élément d'abord de départ pour évaluer. Et forcément, l'éligibilité ne peut pas être faite par n'importe qui, ça doit être fait par des charia compliance. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui... bon, à part ces projets-là, la plupart des projets quand même sont éligibles. Là, revenons sur la journée du pétrole. C'est quand même une activité qui ne souffre pas fondamentalement de... Bon, voilà. Vous voulez nous dire, entre les lignes, que la journée du pétrole, ils ont bénéficié. J'ai compris. Donc, bon... Non, mais bon, le média, je n'ai pas dit que le média est exclu, parce que vous, en parlant, vous pouvez parler d'une situation. Mais ça ne veut pas dire que vous en faites la promotion. Donc, c'est différent. Et encore une fois, c'est des sujets... Si aujourd'hui, vous percevez des revenus en faisant la promotion de l'alcool, d'un documentaire sur l'alcool, oui, ça poserait un problème d'éligibilité. Non, on ne peut pas faire de la publicité sur l'alcool, c'est interdit en France. Exactement. Voilà, ni sur les cigarettes, c'est voilà, interdit. voilà. Donc, vous voyez, c'est pour dire que, techniquement... je ne peux pas me prononcer puisque je ne suis pas charia compliance. Oui, tout à fait. Voilà. Mais en fait, il y a quand même une démarche militante derrière. Moi, quand je parlais tout à l'heure, je me suis permis de prendre l'exemple de la télévision parce qu'il fallait avoir un exemple concret. C'est parce que derrière, vous voyez, Vox Africa, par exemple, c'est la voix d'une Afrique fière. On se bat pour tout simplement montrer peut-être une autre image. Les grandes chaînes du Nord ont l'habitude de parler de l'Afrique quand ça va mal. C'est rare qu'ils disent qu'il y a le beau temps, c'est « ah, il y a la boue, ah, il y a la tempête ». Donc nous, derrière, on essaye de montrer tout simplement que ben non, il y a la vie. Tout à fait. Alors, pour vous rassurer, ce qui est bien, nous aussi, aujourd'hui, on est dans une démarche d'accompagnement. C'est-à-dire aujourd'hui que quand nos équipes de charia apprécient l'éligibilité d'un projet, quand un projet ne peut pas être éligible, on recommande, on trouve des solutions pour proposer des alternatives.
C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce qu'un projet, vous nous avez soumis un projet, il peut ne pas être éligible, mais on peut vous proposer des alternatives pour le rendre éligible. Vous voyez, ce n'est pas une démarche cartésienne, c'est une démarche d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne est disponible. Parce que, attention, l'épargne dont on parle, elle ne vient pas de Malaisie systématiquement. Elle vient même des musulmans du Gabon, du Bénin, du Sénégal. Il y a cette communauté... Un peu plus des Émirats arabes unis, puisqu'on est ici à Dubaï. Voilà, hein. Donc, et puis même de Dubaï, effectivement, mais je veux dire, on parle des musulmans du monde entier. Du monde entier. Et donc, le marché est ouvert. Et on parle même des institutions financières islamiques aussi, des fonds d'investissement islamiques qui se positionnent, des institutions microfinance islamiques, de la banque islamique, des banques islamiques, etc., qui investissent et qui cherchent des opportunités d'investissement. Mais aujourd'hui, le marché d'opportunités d'investissement halal, il est réduit. Je vous donne la taille du marché. Aujourd'hui, la taille du marché de la finance, aujourd'hui, vous êtes à 470 000 milliards de dollars qui sont financés sur les marchés financiers internationaux. Sur ces 470 000 milliards de dollars, vous n'avez que 800 milliards de dollars, donc soit 0, et quelques pourcents, qui sont dédiés à la finance islamique. Autrement dit, qu'il reste encore... Il reste à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parce que vous ne faites pas appel à ces opportunités qu'on n'arrive pas à le faire. Exactement. Ben, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, pour cette émission. C'est très intéressant. En plus, on laisse le téléspectateur sur la fin, sachant qu'il n'y a que 0,8% et que vous en demandez. Vous en demandez des personnes pour aider. Bon, ce qui est juste un peu embêtant, c'est si l'entrepreneur a besoin aussi de fonds, peut-être pour financer. S'il a besoin de fonds pour financer, il veut financer quelque chose. C'est ce quelque chose-là que les investisseurs financent même directement. Même s'il s'agit parfois des salariés, parce que dans certains... Non, ça ne rentre pas. Les salariés, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Non, non. Le BFR, le besoin en fonds de roulement ne rentre pas. Par contre, les équipements, ça rentre dedans. Par exemple, les prestations de services, si l'entreprise veut recourir à un cabinet. Oui. Par exemple, quand on parle pour juste prendre l'exemple du pétrole, les missions de contrôle des contrats de partage, par exemple, peuvent être financées via émission de sukuk. Merci encore une fois. Merci aussi à Nelly qui était derrière les manettes et Aristide à la programmation. Quant à moi, si vous le voulez bien, je vous retrouve pour des nouvelles aventures, toujours même chaîne. Et à mon avis, ça risque d'être encore à Dubaï. À très très bientôt. Ce thème avait pour objectif de pouvoir rappeler l'importance et la nécessité d'avoir des données pour avoir une bonne négociation. La négociation est un mécanisme qui permet entre deux parties de pouvoir obtenir des avantages durables d'un contrat. Et donc, il est important que pour obtenir ces avantages, de connaître de quoi on parle. Et que vendent les États aux sociétés pétrolières? C'est l'attrait du bassin sédimentaire. Et pour connaître son bassin sédimentaire, il faut avoir de la donnée. Et de cette donnée, nous allons avoir de l'information. Et c'est cette information qui va pouvoir être utilisée dans la négociation pour permettre de pouvoir avoir des avantages durables et surtout de gros avantages pour les différents pays.